Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là ce matin pour remplacer notre 20 mars initialement prévu. C'est vraiment une bonne idée, Marc, qu'on se voit tous en mode galerie. C'est assez fun, en fait, de tous vous avoir sous les yeux. Moi, je veux juste vous faire un petit mot parce que quand même, on a vraiment beaucoup bossé avec le comité depuis longtemps sur cet événement qui était prévu en présentiel aujourd'hui. Et bien sûr, on est un peu déçus, mais on n'a pas tellement le choix, donc il faut rebondir dans ces temps, on va dire, de confinement, mais qui sont aussi propices à la réflexion puis au recul. Et on est en train de vous préparer, on va vous préparer la suite pour le 6 novembre, et puis entre deux, il se passera aussi pas mal de choses, mais c'est maintenant à nous de bosser dessus, post-20 mars. Et je pense aussi que c'est le moment de... J'ai beaucoup de peine à me concentrer parce que je vous regarde tous. Mais cette période, elle est aussi très propice, je pense, à prendre du recul, à se poser les bonnes questions, à regarder aussi ce qu'on veut conserver pour nos entreprises dans cette notion de durabilité, de pérennité, donc aussi pour nos entreprises propres, parce que ce qui n'est pas durable est appelé à disparaître, et donc de vraiment profiter en fait de ce temps de recul, si on a du temps de recul et de pause, mais on en a quand même un peu, on est beaucoup plus calme, de se poser les bonnes questions, de voir ce qu'on veut garder, de revenir vraiment à l'essentiel et de ce qui est important pour nous, pour nos entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura déjà pas mal de pistes, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans le pilotage de l'entreprise qui ne sont pas abordées ce matin. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aborder cette journée, en tout cas cette heure et demie ensemble. Après, vous pouvez continuer votre journée avec nous si vous voulez. Voilà, au niveau du contenu de cette réunion, de cette table ronde, donc dans un petit moment, Frédéric il va nous présenter les résultats de l'enquête sur l'entreprise du futur. Vous verrez qu'il y a des choses super intéressantes. Enfin, nous, on est déjà vus depuis un petit moment. J'aime bien parce que vous souriez, mais c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas de réaction à part les sourires sur les visages. Et puis des pouces. Merci André, c'est top. Donc les résultats, une fois que Frédéric a fini les résultats, chaque invité de la table ronde, c'est-à-dire Marc, Mathis, Anouk, Poget et puis Catherine Charbonnier vont s'exprimer à tour de rôle sur les résultats. Et puis, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Si jamais c'est pour accéder, c'est en bas sur la barre de menu. On a Frédéric et puis Valérie qui vont jeter un œil, et de temps en temps je me dirigerai vers eux pour leur demander s'il y a des questions pertinentes ou des choses qu'il y a à relever dans le chat. Donc sentez-vous vraiment libre d'intervenir, et puis on relèvera les questions pour les passer aux invités. Donc voilà. Et puis après une synthèse des prochaines étapes avec les bâtisseurs du futur, et enfin de session, Frédéric va nous tirer au sort les 3 personnes qui vont recevoir une souscription pour devenir membres des bâtisseurs du futur suite à leur participation à l'enquête. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous jusqu'ici, que vous êtes confortablement assis, que vous avez un café ou un verre d'eau avec vous. Et puis, pensez à boire, parce que c'est pas parce qu'on est assis derrière nos ordi pendant 1h30 qu'on doit oublier notre corps et ses besoins. Et Frédéric, moi je te laisse la parole. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer cette session par remercier très chaleureusement Valérie pour son énergie et pour avoir persisté malgré toutes ces difficultés pour réaliser cet événement. Donc en fait, on a collecté à peu près presque une centaine de résultats, 91 pour être précis, qui constituent la première vague. Et puis, on va continuer de collecter ces informations.
Donc, en fait, le questionnaire, pour certains d'entre vous, j'imagine, vous avez répondu à ce questionnaire. Ce questionnaire était organisé en fait en 4 grandes parties. Il y avait une première partie qui était destinée à connaître en fait l'appréciation des répondants sur les enjeux qu'ils pouvaient déterminer par rapport à la transformation digitale. Et puis, une fois que ces enjeux étaient posés, on leur demandait quelles étaient les priorités principales qu'ils voyaient pour y répondre. Et puis, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on leur a demandé d'apprécier pour eux-mêmes, pour leur entreprise, comment ils se sentaient par rapport à ça. Est-ce qu'ils se sentaient plutôt prêts, plutôt pas prêts? Et on a conclu en fait par des questions plus spécifiques sur les initiatives, les activités que les entreprises, que les répondants envisageaient pour répondre à ces enjeux. Alors, avant de rentrer dans les résultats, on peut regarder un petit peu le profil des répondants de ces personnes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un mix assez diversifié. Donc, vous avez sur votre gauche les domaines de responsabilité et les tailles d'entreprise en Suisse en nombre d'employés. Donc, en fait, on s'aperçoit que les répondants sont plutôt des gens qui sont des dirigeants d'entreprise, ou en tout cas qui sont impliqués dans la direction opérationnelle. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de gens qui sont de la direction générale, stratégie, mais aussi avec des fonctions support ou opérationnelles, telles que les ressources humaines, pas mal de gens de marketing et communication, et dans le domaine commercial. En termes de taille d'entreprise, on a quand même une majorité de petites entreprises, mais on peut quand même noter qu'on a quand même à peu près 20% respectivement pour des entreprises plutôt moyennes, jusqu'à 500 employés, mais aussi des grosses entreprises. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes représentatifs de l'intégralité du tissu économique roman ou suisse, mais on peut simplement dire qu'on a une diversité de répondants qui permet en tout cas de prendre ces résultats comme une indication. Et puis justement, le débat qui va suivre et vos questions ou votre expérience est extrêmement importante pour balancer éventuellement les différentes conclusions que l'on pourrait avoir. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, Valérie, tu peux passer au slide suivant. Ça, c'est la première chaîne de questions que nous avions, à chaque fois organisée au travers des 3 thèmes. Donc, pour rappel, les 3 thèmes que nous cherchions à évaluer étaient les thèmes sur la technologie, sur la stratégie de l'organisation, la gouvernance et le facteur humain, bien évidemment, thème cher aux bâtisseurs du futur. Donc, quand on pose la question aux gens, et là, vous aviez la possibilité de dire sur une échelle de pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord, vous avez ici les résultats les plus marquants pour les gens qui ont déclaré d'être tout à fait d'accord. Et en fait, on s'aperçoit que quand on parle de transformation digitale, ce qui ressort principalement, c'est quand même une préoccupation sur la sécurité et la protection des données. Donc, il y avait plusieurs réponses possibles, c'est pour ça que le total est supérieur à 100. Par contre, les gens voient quand même une implication et des enjeux sur leur modèle d'affaires. Donc, les choses vont changer. Et elles vont changer sur le modèle d'affaires, mais elles vont aussi changer sur le fait que ça va impacter le développement de nouveaux produits et services. De ce fait, c'est assez logique de considérer qu'il va y avoir un changement dans l'environnement concurrentiel. Mais malgré tout, on a quand même affaire à des répondants qui sont plutôt dans la direction d'entreprise. Les gens s'attendent à avoir quand même une meilleure performance opérationnelle. Donc, on peut quand même dire que les enjeux, même s'ils sont importants, sont plutôt avec une connotation positive. Alors là, il y aura un point de débat parce qu'on va voir qu'au fil de l'étude, il y a des choses qui ne sont pas forcément complètement alignées. Et notamment à ce stade du questionnaire, quand on a posé la question de savoir si cela entraînerait, sur l'item de est-ce que cela pourrait entraîner un engagement plus fort des collaborateurs, en fait, on a une majorité et c'est le seul sujet qui est comme ça. En fait, on a une large majorité, 61%, qui sont plutôt neutres ou pas du tout, ou pas d'accord. Il n'y avait pas du tout d'accord, ou pas d'accord. Donc, à ce stade, en fait, les entreprises ou les répondants voient des enjeux importants, mais pas forcément d'un point de vue économique, d'un point de vue de leur modèle d'affaires, mais pas forcément d'un point de vue de l'engagement de leurs employés. Et ça, je pense que ça va être un point de débat intéressant. Maintenant, si on leur pose la question, mais voilà, vous avez des enjeux, mais quelles sont vos priorités? On retrouve quand même des choses assez logiques. Et pour certains d'entre vous qui, de toute manière, sont impliqués dans cette transformation digitale,
on retrouve des choses assez logiques. Donc, la première chose qui semble assez évidente, c'est quel que soit l'enjeu, qu'il soit digital ou autre, c'est déjà d'avoir une stratégie, une vision et puis un leadership qui soit capable de le porter. Et même si c'est une transformation digitale, même s'il y a une dimension technologique, avant tout, on parle de l'humain, donc d'adapter l'organisation et puis aussi de recruter, d'intégrer de nouvelles compétences. Donc, quand on demandait les 3 priorités pour les gens, il y avait un certain nombre de possibilités, dont l'aspect technologique. On retrouve quand même quelque chose qui tourne autour de il faut savoir où on va, de s'adapter et d'avoir les bonnes compétences. Et je pense que c'est quand même rassurant par rapport à ça, mais ce sera certainement un point intéressant, surtout lorsque on va essayer de voir par rapport aux gens qui se considèrent plutôt prêts ou plutôt pas prêts, est-ce que ça apporte une différence? La suite du questionnaire portait plus sur, bon voilà, on a posé les enjeux, on connaît les priorités, comment on fait par rapport à ça? Et puis là, il y avait un certain nombre de questions sur les 3 moyens les plus souvent cités par catégorie. Donc, il y avait une catégorie technologique, une catégorie stratégie, organisation, gouvernance et une catégorie qui était liée à l'humain. En matière de technologie, donc à chaque fois, j'ai fait apparaître les 3 items les plus importants qui avaient le score le plus important. Là aussi, il y avait plusieurs réponses possibles. C'est pour ça que vous avez des scores qui sont supérieurs à 100%. Avant d'entrer un petit peu plus dans les détails, en fait, il y a 4 domaines clés qui ressortent. Le premier, c'est qu'on parle d'enjeux de transformation digitale, donc ça veut dire que les nouvelles technologies prennent une part importante, mais pas n'importe comment. Elles prennent une importance si elles sont aussi au service de l'innovation et de la produits et services, mais aussi de meilleure connaissance des clients. Et puis c'est là où en fait on retrouve des choses qui étaient du domaine des priorités, d'avoir une organisation plus agile où l'intuition et l'initiative du collaborateur sont déterminantes, ne résonne pas forcément exactement comme la perspective des enjeux, mais où le partage d'expérience, le retour d'expérience aussi bien à l'interne qu'à l'externe sont extrêmement importants. Quand on détaille un petit peu plus la technologie, intégrer de nouvelles technologies est pour un répondant sur 2 important et à peu près au même niveau. On est sur des petits échantillons, on n'est pas forcément représentatif. Donc, des différences de 2-3 points ne sont pas significatifs. Il faut au moins une différence de 5 points pour commencer à dire que les résultats sont, qu'on est un peu en dehors de la marge d'erreur. Exploiter les meilleures pratiques et le retour d'expérience, aussi bien à l'interne et à l'externe. Ça, c'est quelque chose qui nous a assez marqué parce que c'est une des missions qu'on voit pour les bâtisseurs du futur. C'est vraiment de pouvoir capitaliser, non pas d'être sur soi, sur ce que l'on fait, mais sur l'ensemble de l'organisation, de laisser d'avoir un retour des initiatives, mais aussi au niveau de l'externe. Et au niveau de l'externe, ça peut être un partage d'expérience. Et puis, il y avait une proposition qui était faite sur partager l'expérience avec d'autres entreprises, alors évidemment pas de son environnement concurrentiel nécessairement, bien que quand on parle d'open innovation, c'est quelque chose qui serait possible, mais c'est aussi de s'appuyer sur un réseau de partenaires spécialisés externes. Donc, c'est vraiment une logique de réseau, je pense que c'est une des conclusions qu'on peut apporter, qui est important dans cet aspect technologique. Donc, de partager l'expérience, de ne pas choisir quelque chose parce que c'est à la mode, mais vraiment s'appuyer sur qu'est-ce que ça va m'apporter. Comme on l'a vu dans le cadre des priorités, au-delà de la vision, c'était l'importance de l'organisation et d'avoir une stratégie. Donc là, on retrouve en fait, au-delà des priorités, c'est ce que les personnes ont l'intention d'initier et qui leur semble le plus approprié pour leur organisation. Donc, c'est faire évoluer le schéma d'organisation, le faire évoluer par des nouvelles compétences, mais aussi pour le rendre plus agile, prendre des décisions plus rapidement. Se concentrer sur le client, bien connaître, mieux connaître les usages des clients. Et puis là, certainement, on pourra parler des qu'est-ce que les données nous apportent, comment on peut les collecter. Et pour les petites entreprises, c'est certainement un enjeu important, mais c'est destiné aussi, au-delà de la satisfaction des clients, à pouvoir innover sur des nouveaux produits et des services. Et comme on peut le voir, en fait, on est aux alentours de 50-60%. Donc, ça veut dire ce sont vraiment des choses qui rencontraient l'adhésion de plus d'un répondant sur 2. Bien évidemment, tout ça n'est possible que par l'humain. Et c'est là, en fait, un des faits marquants qui nous a beaucoup interrogés, mais aussi confortés au sein de l'association,
c'est que l'humain, et l'humain, mais pas de n'importe quelle manière, est déterminant. Et en fait, là, vous avez les 3 premiers items, et quand on parle il y avait à peu près une dizaine de possibilités pour chacun des thèmes, des 3 thèmes. Et il y avait des thèmes, des éléments assez forts sur chacun des thèmes qui ressortaient en premier. Donc, pour la technologie, stratégie, organisation, vous avez vraiment les 3 premiers. Après, on descend à 30, 20, voire moins. Pour l'humain, on avait 6 ou 7 éléments qui étaient extrêmement forts. Donc là, je vous en ai mis 3, mais il y en avait d'autres qui étaient aussi très forts. Donc, le premier d'entre eux, c'est vraiment développer les soft skills. Donc, bien sûr, il y a une notion de compétence, d'intégrer ces compétences, de monter en compétence les gens que l'on a, mais c'est aussi de pouvoir développer des choses qui sont plus du domaine de l'intuition, de l'écoute, de l'empathie. Et ça, c'est aussi logique logique. C'est cohérent par rapport à la volonté d'avoir une organisation plus agile. Et puis c'est là où en fait on a une petite, je dirais pas inconsistance, mais tension entre ce qu'on a vu sur la première partie lorsqu'on pensait dans les enjeux, est-ce que ça va impliquer que les collaborateurs soient plus présents, soient plus engagés, ou là c'était plutôt neutre ou pas. Là, quand on pose une question plus précise sur est-ce que ça peut être une solution, un répondant sur 2 nous dit que oui, donner la possibilité aux collaborateurs pour s'exprimer et prendre des initiatives, c'est important. Alors, la conclusion que l'on a par rapport à ça, c'est de dire que, a priori, les gens ne voyaient pas quand on leur demandait les enjeux. Par contre, au fur et à mesure que leur esprit rentrait dans le questionnaire et puis dans le sujet, en fait, ils se sont aperçus que dans les solutions, l'humain et puis les collaborateurs étaient essentiels. C'est un peu notre conclusion, mais je pense que c'est un point de débat assez intéressant. Et puis, on retrouve en 3e item le développement du leadership, mais qui soit visionnaire et aussi intuitif, qui est un élément déterminant et qui faisait partie des priorités. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus on creuse un petit peu, il y avait une question qui portait en fait sur comment évaluez-vous en fait le degré de préparation de votre entreprise face aux enjeux de la transformation digitale. Donc ça, cette question a été posée après avoir listé les enjeux et après les priorités et avant de regarder les solutions. Et puis là, en fait, ce que j'ai regardé, donc pour rappel, en fait, la personne avait la possibilité d'avoir un curseur, donc de manière pour présenter les résultats, ce curseur est placé entre 0 et 100. Les chiffres n'ont pas tellement d'importance, c'est plus la proportion. Donc, en fait, le neutre était à 50. Donc, en fait, j'ai regardé tous les gens qui se considéraient plutôt pas prêts, donc en dessous de 50, et plutôt prêts, donc curseur plutôt sur la droite, plutôt au-dessus de 50. Donc, on a à peu près 50% des répondants qui sont dans chacune des catégories. Ceux qui ne sont pas prêts se trouvent plutôt vraiment pas prêts, en fait, parce que le curseur était quand même un peu sur la gauche, donc l'équivalent de 29 sur 100. Par contre, ceux qui sont prêts pensent qu'ils le sont plutôt de la bonne manière, en tout cas par rapport à leur entreprise. Donc là, ce que j'ai fait sur chacun des thèmes, j'ai essayé de reprendre en fait ce qui était différenciant entre les deux, sur la notion des enjeux, des priorités et des solutions. Alors, quand on parle des enjeux de la transformation digitale, qu'est-ce qui ressort comme une différence? En fait, pour ceux qui se considèrent plutôt pas prêts, l'engagement et la fidélisation des clients est quand même quelque chose qui ressort, alors que pour les personnes qui sont prêtes, c'est a priori pas quelque chose qui est un enjeu majeur. Alors ça, on peut porter l'hypothèse ou poser l'hypothèse que comme lorsque les personnes sont prêtes, on a vu que dans leurs priorités même globalement, la connaissance du client était importante, elles sont déjà assez avancées dans cette partie-là. Par contre, que vous soyez prêt, pour les répondants qui se considèrent prêts ou pas prêts, là, ce n'est pas une différence, c'est une confirmation en fait. La meilleure performance opérationnelle est vraiment un enjeu qui est important pour les entreprises et les répondants. Donc là, on a
un peu plus de 2 tiers pour les personnes qui ne se considèrent pas prêtes, et puis pratiquement 90% pour les personnes qui sont déjà impliquées, qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses pour leur organisation en matière d'enjeux de transformation digitale. La question se pose ensuite, c'est le slide suivant Valérie, sur les priorités. Alors là, pour les priorités, il n'y a pas de différence majeure. Globalement, en fait, on retrouve les résultats globaux avec la stratégie, adapter l'organisation, recruter. Les personnes qui se considèrent plus prêtes, en fait, c'est là où en fait, il y a un élément qui remonte un petit peu plus. C'est vraiment se concentrer en termes de priorité sur le développement de nouveaux produits et services. Et peut-être moins de se concentrer sur la stratégie et le recrutement de compétences, même si c'est important parce que certainement, puisqu'elles se considèrent comme prêtes, c'est quelque chose qu'elles ont commencé à mettre en place ou complètement mis en place. Ensuite, sur les solutions que les personnes envisagent, c'est le prochain slide. En fait, il y a 3 initiatives principales qui ressortent. Pour la technologie, pour les personnes qui ne se considèrent pas prêtes, c'est plutôt de se tourner vers ce qui a été initié dans l'organisation, d'exploiter les meilleures pratiques et le retour d'expérience. Alors, certes, une majorité des répondants en sont des petites entreprises, mais ça veut dire peut-être aussi parler à son réseau, savoir ce que d'autres personnes, des collègues ont fait, ont expérimenté, et qui est vraiment quelque chose d'important pour les personnes qui ne se considèrent pas trop prêtes dans la partie technologique. Pour ceux qui sont déjà avancés dans ce domaine, la différence, en fait, elle vient plutôt de bénéficier d'un réseau externe de partage d'expérience qui arrive, en fait, de manière moins importante, peut-être parce qu'elles l'ont déjà mis en place, alors qu'intégrer de nouvelles technologies et s'appuyer sur un réseau de partenaires est quelque chose de plus marqué. Pour la stratégie de l'organisation et la gouvernance, en fait, on retrouve sur l'élément le plus important, si les personnes considèrent qu'elles sont moins prêtes, il y a la vision, mais certainement de faire évoluer le schéma d'organisation et d'être plus agile est important pratiquement pour 2 tiers des répondants. Par contre, pour celles qui sont plus prêtes, certes, c'est toujours important, c'est le deuxième élément qui est listé, mais la connaissance des usages des clients est vraiment quelque chose qui ressort. En matière d'humain, on retrouve pour les personnes qui sont moins prêtes le niveau de priorité globale sur la vision. Et cette vision, en fait, au niveau du leadership, il faut aussi qu'il soit intuitif. Et puis là, on a quand même une part assez importante des répondants. Et puis c'est là que l'on retrouve, en fait, pour ceux qui sont plutôt avancés dans leur transformation digitale, l'élément de donner plus de possibilités aux collaborateurs pour s'exprimer, pour prendre des initiatives, tout en développant les soft skills qui sont importants à la fois pour les personnes qui se considèrent prêtes comme pas prêtes. En conclusion, en fait, ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est ce qu'au sein du comité, on a évoqué, c'est 3 choses principales. La première, c'est que les entreprises et les personnes que l'on a interrogées, certes, c'est un petit échantillon, mais un petit échantillon diversifié. Et ce petit échantillon diversifié, on estime que les personnes, qu'elles se considèrent comme prêtes ou pas prêtes, elles ont quand même bien saisi la portée des enjeux, qu'ils avaient plusieurs dimensions, et elles ont quand même une connaissance assez précise des priorités et des éléments qui peuvent être mis en place. Par contre, en fonction de son degré de maturité, ces éléments à mettre en place, même s'ils sont du domaine technologique, ils touchent bien plus que ça. Ils touchent l'organisation, la manière de gérer les collaborateurs, de monter en compétence avec les personnes que l'on a, les personnes que l'on va recruter. Mais c'est surtout de pouvoir définir une vision. Et quand on parle d'entreprise plus petite, c'est vraiment le partage d'expérience. Ça, c'est un des éléments qui nous est apparu comme étant très important. Que ce partage d'expérience soit plutôt à l'interne, peut-être plus facile dans les entreprises importantes, mais aussi avec des réseaux externes, d'autres entreprises qui connaissent les mêmes difficultés,
qui peuvent partager des recettes, entre guillemets, tout en faisant attention bien évidemment à l'environnement concurrentiel, mais aussi s'appuyer sur des partenaires. Donc les entreprises considèrent qu'elles ne vont pas réussir toutes seules, mais en s'entourant et en capitalisant sur l'expérience, mais de manière aussi particulièrement prononcée. C'est notre troisième conclusion ou fait saillant que l'on retient de cette étude. Et on verra au fur et à mesure du temps, si, surtout compte tenu de la situation actuelle, si ça évolue, c'est de capitaliser sur l'humain, c'est de donner, de faire plus de place à l'intuition, que les collaborateurs puissent s'exprimer, prendre des initiatives. Et puis, prendre des initiatives, ça veut aussi dire faire des erreurs, avoir des succès et partager ses expériences. Donc, on retrouve quand même une logique par rapport aux priorités que ces entreprises ont. Donc, voilà les résultats principaux. Au fur et à mesure que l'on aura de résultats, on fera des analyses complémentaires que l'on publiera. Vous aurez tous et toutes accès à cette présentation. Et puis, avant de laisser la parole à Valérie pour le débat, si vous avez un certain nombre de questions, bien évidemment, je suis très heureux de pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Je vois, il y a une super question de André qui aurait aimé avoir une vue aussi par taille d'entreprise. Peut-être tu peux lui répondre rapidement avant qu'on laisse la parole à Marc, Anouk et puis Oui, alors Catherine. on a un échantillon qui est assez faible. Je pense que je pourrais faire quelque chose un peu plus sur les plus petites entreprises et on partagera ça avec vous. Je retiens la question parce qu'en fait, on avait de mémoire à peu près presque 60% des répondants qui étaient plutôt sur des petites entreprises. Donc, forcément, les résultats risquent pas d'être entièrement différents de l'intégralité puisqu'on avait 90 répondants, mais je vais quand même faire l'analyse. Sur les autres, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce qu'on aura beaucoup moins de répondants, donc statistiquement, c'est pas super stable. Mais je retiens le point et puis on apportera une réponse à cette question avec quelques chiffres. Oui, on a 43% en fait, presque 44% des entreprises qui ont moins de 10 collaborateurs dans les personnes qui ont répondu, donc ça va être compliqué. Ouais. Mais voilà. Bon. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Catherine, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces résultats? Par rapport à ton expérience que tu fais, peut-être tu peux nous rappeler juste ce que tu fais en entreprise. Donc, tu es une spécialiste de l'intelligence artificielle pour accompagner les entreprises dans leur implémentation, dans leur choix. Donc, les bonnes pratiques aussi. Donc, toi, comment tu vois les choses? Oui, bonjour à tous. Merci Valérie pour avoir organisé grâce à la technologie cette rencontre et ce débat. Et puis merci à Frédéric pour tout le travail là, sur cette enquête et puis l'analyse que tu viens de nous livrer qui est très détaillée et très riche en enseignement. Je te rejoins sur cette analyse. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, à ce que j'ai étudié, c'est vrai que d'abord, de façon générale, je pense que là, les personnes qui ont répondu, quelque part, on a touché ceux qui sont convaincus que le changement, c'est maintenant. Donc, pour moi, c'était très positif que l'échantillon soit représentatif, enfin, soit diversifié. Maintenant, je pense qu'on est un peu sur le haut de l'iceberg. En même temps, je ne vois pas ça comme un problème, mais plutôt comme une opportunité. Et il faut bien qu'il y ait des entreprises qui se lancent. Et puis, ça va être moteur pour d'autres entreprises. J'ai été aussi agréablement surprise de voir que, en tout cas pour ceux qui sont conscients qu'il faut qu'il se passe quelque chose, les enjeux et les priorités étaient très clairs. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Frédéric a très bien détaillé ça. Et le point sur ce qui m'interpelle, c'est le point sur il y a beaucoup d'attentes sur
la data, les changements du modèle d'affaires et beaucoup d'attentes sur la performance opérationnelle. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les améliorations de processus. Il y a des choses à faire, clairement, dans la technologie. Après, c'est une question de vision en premier, oui. Après, c'est une question de moyens. Et c'est pour ça que je pense que la clé du succès, ça va être vraiment le réseau, le partage d'expériences, parce qu'à un moment donné, il faut se fédérer. Et je ne serais pas tellement inquiète, en tout cas pas du tout à titre personnel dans mon activité, de partager éventuellement avec des concurrents. Parce qu'il y a aussi voilà, des études et des retours d'expérience qui montrent que quand on se met ensemble avec les concurrents, eh ben, en fait, ça aide à être meilleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que voilà, il faut plutôt je pense que voilà, la transparence qui est amenée dans ces exercices, c'est aussi un facteur de réussite. Ce qui est important aussi, même de mon côté, même si je suis plus axée technologie, en fait, je l'ai vu dans beaucoup de projets technologiques, la différence entre ceux qui sont des réussites uniquement techniques et celles qui sont vraiment des réussites pour l'organisation et pour ses clients. Mais en fait, c'est ceux qui ont vraiment impliqué les collaborateurs, l'humain, les clients. Donc, en fait, pour moi, l'entreprise du futur qui va réussir, il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est assembler effectivement toutes les pièces du Pulse que Frédéric a bien mis en avant dans l'analyse. Donc, c'est la technologie alliée à la stratégie avec l'humain au cœur. Le deuxième point, c'est de grandir en réseau. Et je pense que là, voilà, les bâtisseurs du futur peuvent vraiment être catalyseurs. Et c'était pour ça que depuis le début, j'étais vraiment voilà, motivée par cette association parce que je suis vraiment convaincue que c'est comme ça que le monde peut avancer positivement et plus vite. Et le troisième point de réussite pour moi, c'est oser. Je pense que l'entreprise qui va réussir, c'est l'entreprise qui va oser se lancer. Et il y aura des erreurs, il y aura des échecs, il y aura des succès, mais il faut déjà faire le premier pas. Voilà. Waouh, j'adore ta conclusion, ton troisième point. C'est parfait. Et du coup, ça m'amène directement sur Anouk. Osons, libérons-nous. Non, Anouk, toi, qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu retiens de ces résultats? Bon, ben, moi, c'est quelque chose qui forcément me réjouit parce que dès que j'entends qu'on a envie d'oser plus, qu'on a envie d'amener plus d'humains, forcément que moi, dans ce métier, c'est quelque chose qui me réjouit. Au-delà de ça, c'est vrai que la présentation, et merci aussi, j'abonde largement dans tout le travail que vous avez fait et la présentation des résultats, c'est juste fabuleux d'avoir ces données-là. C'est vrai qu'on les présente encore en termes de technologie, d'organisation et d'humain. Et personnellement, pour ma part, il n'y a que de l'humain partout. Parce qu'il n'y a pas de technologie sans humain, il n'y a pas d'organisation sans humain, il n'y a pas de gouvernance sans humain, etc. Donc, si je rebondis directement sur la notion de oser, et qu'est-ce qui fait que vous osez? Quand est-ce que vous osez? C'est assez simple finalement la réponse. On ose quand on n'a pas peur, ou quand on a moins peur que de faire le pas de le faire. Et ça signifie en entreprise ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur quelque part des représailles ou de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque part le pendant de la confiance. Okay? Maintenant, ça, c'est vite dit. Comment on réussit ça, en fait, en entreprise? Parce que, mon Dieu, on n'est pas les premiers à s'être attaqués à ce sujet-là. Et puis, on est quand même aussi dans une ère où il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à ça. Et on voit que, paradoxalement, ça n'atteint pas toujours son objectif.
Alors, moi, ce qui fait que ben, des fois, on est peut-être en situation, comment dire, on n'atteint pas en situation d'échec par rapport à ça. Je pense qu'il y a une donnée dont on ne prend pas suffisamment compte, c'est l'aspect inconscient des individus et du système en tant que tel. Okay. Donc, certaines fois, on est dans la volonté et quand on monte des stratégies, c'est ça qu'on cherche à voir. C'est qu'on veut avoir des, comment dire, des étapes, mais on oublie que certaines fois, il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné. On veut tellement, mais là, au niveau des tripes, du cœur, de ce qui nous fait vibrer, ce n'est pas complètement aligné. Et des fois, c'est peut-être ça aussi qui vient nous mettre en difficulté. Donc, quand on parle de leadership visionnaire, pour moi, je ne vois pas une personne hein, dans le modèle. Je suis plus attachée à ce modèle pyramidal, ok. Mais pour moi, c'est développer le leadership de chacun, que chacun ait cette vision et quelque part, on puisse collectivement rêver ensemble de cette entité et de ce système. Et c'est ce rêve quelque part collectif où chacun a son initiative qui le permet. Je vous donne une image métaphorique. Il y a des études qui viennent d'être faites, vous savez, sur ces énormes nuées des tourneaux qu'on voit voler dans les ciels à certains moments. Maintenant, ils ont modélisé comment dire, qu'est-ce qui fait que, ben, voilà, tout d'un coup, ce nuage se transforme. Ça repose sur moins de 10 individus. Et en fait, leur but, alors on pourrait dire que c'est leur mission, c'est la protection du collectif. Et chaque individu peut donner une orientation complètement différente au nuage. Donc moi, ça me parle beaucoup par rapport à une entreprise qui est agile et comment on peut aussi développer, comment dire, la vision de chacun et l'oser de chacun. Voilà. Je me suis un peu emballée sur ce coup-là. Mais c'est génial, on fait des super transitions pour arriver jusqu'à Marc. C'est parfait. Donc, ouais, Marc, c'est bien sympa, mais comment, tu vois, on passe d'une structure pyramidale à une structure, on va dire, plus horizontale et qui repose soit sur 10 personnes, soit… voilà. Mais tu répondras à ça après avoir donné ton avis sur les résultats de l'étude, quoi. De ma part aussi, merci pour le travail fourni de cette étude et cette analyse. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Que dire après Catherine et Anouk? Je suis désolée de te faire passer en dernier. Non, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Non, il y a une couche qu'on peut rajouter finalement à cette réflexion parce qu'on a cette notion d'oser, donc d'oser passer à autre chose, oser se réinventer, oser faire évoluer l'organisation. Et puis on voit qu'il y a la couche humaine qui est extrêmement importante. Il y a de l'humain partout, il y a de l'humain dans l'organisation, dans la technologie, etc. Donc là, on a une vision presque déjà de la destination ou de où est-ce qu'on aimerait aller en tant qu'organisation. Et puis je vais tout de suite rebondir sur cette question mais en fait, qu'est-ce que ça demande de prendre en compte pour réussir à passer de, j'ai envie de dire, l'état actuel ou le paradigme actuel, c'est un mot que j'aime beaucoup, le mot paradigme. L'entreprise de Marc s'appelle Paradigme 21, hein. C'est comme ça que vous avez tous bien compris le rapport. Voilà, donc on a quand même un paradigme qu'on peut appeler dominant actuellement qui recoupe la manière de penser, la manière de fonctionner, mais tout l'inconscient collectif également de comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on se structure. Et je crois qu'un bon indicateur pour prendre la température de ça, moi je l'ai quand je travaille avec des étudiants, quand j'enseigne, quand je fais des ateliers avec des étudiants qui n'ont jamais travaillé en entreprise, qui n'ont jamais été au contact du monde de l'entreprise. En fait, ils trimballent avec eux un énorme inconscient collectif de comment devrait fonctionner une entreprise, avec sa structure pyramidale, avec le chef, etc. Et ils rêvent que d'une chose, c'est de faire une start-up et d'écrire CEO sur la carte de visite. Voilà, pour caricaturer un tout petit peu, qu'en fait, il y a quelque chose qui ne nous appartient même pas, mais qui fait partie de notre culture avec laquelle on arrive forcément, donc avec un certain bagage. Donc maintenant, si on se dit, OK, on veut sortir de ça et on veut passer à quelque chose où chaque humain est son leader, l'intelligence collective, où finalement l'organisation peut se mouvoir comme des oiseaux dans le ciel de manière extrêmement agile. OK, là, il y a juste, vous voyez qu'il y a un changement de paradigme en fait à faire au passage. Ça ne va pas juste se faire
comme un changement linéaire, habituel. D'ailleurs, on ne peut pas parler de changer juste un petit peu comment fonctionne l'organisation. On parle véritablement d'un parcours de transformation. Je crois que c'est vraiment le mot qu'il faut mettre à la place de changement. Et quand on parle de transformation par rapport au changement, je crois que la meilleure métaphore, c'est quand même, pour revenir à la nature, c'est quand même de passer de la chenille au papillon, quoi. C'est à peu près de ce genre de transformation dont on parle. L'organisation ou la vision qu'Anouk a partagée avec cette intelligence collective où chacun est son leader et cette agilité, c'est pas juste une chenille améliorée. D'accord? C'est vraiment quelque chose de nouveau, d'une autre nature. Donc, ça veut dire, et je vais juste rebondir sur un point très intéressant, parce que ce qui ressort assez fortement de l'étude quand même, c'est cette notion d'avoir une stratégie, une vision et un leadership. Et en fait, on va vite s'apercevoir que c'est des mots, tous ces mots, tout ce vocabulaire, stratégie, vision, leadership, en fait, selon le paradigme dans lequel on se situe, en fait, ils ont des définitions complètement différentes. Et je crois que la première chose qui est importante de faire, c'est de se mettre d'accord ou de comprendre, en fait, c'est quoi la grille de lecture. Comment est-ce qu'on va comprendre ces mots en fonction de dans quel paradigme on est dans notre manière de penser. Donc, typiquement, dans le paradigme actuel, avoir une stratégie, une vision et un leadership, en fait, ça a un objectif, ou deux, allez, je vais en mettre deux pour élargir un tout petit peu le spectre. Le premier, pour être vraiment complètement caricatural, c'est de créer de la valeur actionnariale, ce qui est en fait la finalité de l'entreprise, de l'organisation aujourd'hui. Maintenant, si on reprend les termes un peu qui ressortent de l'étude, on peut traduire la même chose par c'est créer de la performance opérationnelle. C'est très bien de créer de la performance opérationnelle, mais finalement, on est au service de quoi? On est au service d'une machine commerciale qui a pour finalité de produire des résultats qui se mesurent avec des indicateurs qui sont financiers. Et je dis ça sans jugement, c'est juste qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc, ça veut dire que le leadership, la vision et la stratégie sont en fait, ont ça comme finalité. Si on change de paradigme, il va falloir réinventer. Ça veut dire déjà quoi avoir une vision? Peut-être que la vision d'Anouk tout à l'heure, avec chacun son leader, on voit ces oiseaux dans le ciel, ça c'est une magnifique vision, mais c'est une vision du paradigme suivant. Le leadership. Est-ce que le leadership va être le même dans le paradigme, comme ce qu'on entend en fait aujourd'hui quand on met le terme leader, c'est quelque chose qui fait dresser des poils dans le dos à beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'on voit quand même les dérives d'une certaine forme de leadership qui, d'après ma définition du leadership, n'a en fait rien à voir avec le leadership, mais dans l'inconscient collectif, on assigne ça, on donne ça au leadership et on voit là aussi tous les excès, les abus de pouvoir, etc., qui ressortent de ce qu'on met derrière leadership actuellement. Donc peut-être qu'il faut réinventer c'est quoi le leadership et peut-être que le leadership c'est quelque chose qui a véritablement une définition altruiste, collective du terme et qu'il s'agit d'embarquer et d'enabler, d'activer finalement des idées, des projets avec une intelligence collective mais sans avoir quelque part une locomotive devant qui tire les gens parce que c'est quand même encore à ça qu'on associe le mot leadership. Peut-être que le leadership, c'est plutôt celui qui ouvre et qui tient l'espace pour que d'autres puissent prendre ce rôle de locomotive et tirer les projets en avant. Et puis, quand on parle de stratégie, la même chose. La stratégie aujourd'hui, la métaphore la plus courante qu'on peut imaginer, c'est vraiment celle du capitaine du bateau qui donne la destination et puis après, il y a entre guillemets les équipes qui font en sorte qu'on atteigne cette destination, donc qui sont plutôt dans une partie exécutive. Et si on traduit ça à l'entreprise, ça veut dire qu'il y a un comité de direction qui fixe une stratégie à 1 an, 3 ans, 5 ans, etc., avec une vision. Et puis ensuite, ça descend, entre guillemets, dans les départements, dans les silos, où il va s'agir d'exécuter ça et de faire produire, en fait, entre guillemets, ce dont on a besoin pour réaliser cette stratégie. Dans un nouveau paradigme,
en fait, la stratégie, elle est peut-être de nature évolutive. Et puis, comme l'a dit Anouk, c'est peut-être une dizaine d'individus qui sentent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire différemment. Et la stratégie, elle doit être évolutive, elle doit bouger. Donc, elle doit être beaucoup plus à l'écoute de l'environnement, à l'écoute de qu'est-ce qui est en train de se passer, à l'écoute de le marché va où, les technologies évoluent, comment nos clients nous demandent quoi. Et c'est dans l'écoute de ça que finalement va émerger une stratégie qui est de nature complètement évolutive plutôt que quelque chose qui répond à satisfaire en plus la vision de ceux qui croient qu'ils savent. Et en fait, peut-être qu'il faut commencer par admettre qu'en fait, on ne sait pas. Et donc, ça demande une toute autre posture. Merci beaucoup, Marc. Je me suis aussi emballé. C'est bien, vous avez des belles énergies. Valérie, Frédéric, est-ce que dans le chat, il y a des choses qui émergent, qui sont intéressantes ou que vous pourriez relever ou des questions? Alors, oui, il y a un certain nombre de questions, je pense, qui sont intéressantes. Alors, pour rebondir sur ce que disait Marc, je pense que la définition des termes est importante. Je crois que là-dessus, il faudrait qu'on puisse effectivement définir ce que c'est que stratégie, vision, leadership. Donc, il y a les notions d'unicité, de why qui sont plus appropriées aussi aux collaborateurs et puis même à la personne morale de l'entreprise, sur lequel on revient, que nos participants, sur lequel nos participants reviennent. Alors, je ne sais pas si peut-être si quelqu'un veut plus particulièrement intervenir sur un de ces thèmes-là, ou pousser plus en avant la discussion. Alexandra. Alexandra n'a pas son micro. Ah, voilà. Alexandra, si vous voulez ouvrir votre micro et puis intervenir, parce que je trouvais que c'était intéressant. Oui, un tout petit peu plus fort, je pense. Oui, moi, ma question, c'était surtout par rapport au timing dans ces évolutions technologiques où on voit qu'on est un peu poussé à faire des choix et justement, et d'y associer l'humain au bon moment et embarquer quelque part, justement, j'aimais bien l'idée du skipper et du capitaine. On a beau avoir ces directives, ben, c'est vraiment aussi d'associer la technologie qui évolue rapidement et par rapport on voit bien que ça prend aussi du temps d'y associer quand même les collaborateurs sur un nouveau projet et parfois on est un petit peu freiné entre l'évolution de la technologie et les choix que nous devons faire en parallèle. Enfin, quand je parle aussi de technologie, c'est les investissements à faire au bon moment et faire le choix aussi sur la palette de technologies à notre disposition et en parallèle y associer les collaborateurs pour suivre le mouvement. Est-ce que Marc, Anouk ou Catherine, vous voulez… Il y a Catherine qui lève la main. Je pense que c'est pour moi là. Ah oui, parce que du coup, je te remercie. Entre la technologie et l'analogie sur les bateaux, c'est vraiment pour moi. Alors, sur les bateaux, ça fonctionne quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui tranche. On ne peut pas être plusieurs à un moment donné à dire on vire à droite ou on vire à gauche ou on fait cet amarrage ou on ne le fait pas. Ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Et je pense que quelque part, c'est à un moment donné, pour moi, la définition du leadership, c'est qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un en qui les autres ont confiance et qui, à un moment donné, va faire le choix final. Maintenant, sur un bateau, et quand il y a des courses, quand il y a des régates, ça fonctionne bien quand tout le monde est à sa place, quand tout le monde sait ce qu'il fait, et quand il y a toujours de l'imprévu, et quand à ce moment-là, il y a les synergies qui se mettent en place, et les gens sont vraiment ensemble. C'est une équipe. Donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est que ça soit pas… C'est que dans l'entreprise, il y ait vraiment une collaboration et il y ait un engagement.
de la part des gens. Côté technologie, je rejoins tout à fait Alexandra et merci d'avoir mis en exergue ce point. Sur la technologie, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant parce que c'est le bon moment. Sur l'IA, ce n'est pas un sujet nouveau. Ça fait 50, 60 ans qu'il y a de la recherche sur ça. Il y avait très peu de gens qui étaient vraiment au courant, mais ça existe et ça, voilà, ça existe depuis longtemps. Donc, il y a une base de recherche universitaire qui est très, très large. Pourquoi est-ce que ça touche maintenant tout le monde? C'est parce que la capacité des ordinateurs a vraiment fait un saut monumental. Dans l'iPhone, vous avez plus de capacité que ce que les astronautes ont eu quand ils ont été sur la Lune, Apollo 13. C'est vraiment sans commune mesure. Donc, c'est les capacités technologiques et c'est aussi le volume de données. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, les réseaux de neurones, ça existait déjà, mais sauf qu'en fait, il n'y avait pas les datasets, donc les données nécessaires qui étaient accessibles à tout un chacun pour leur faire un apprentissage qui soit de qualité. Donc maintenant, il y a un certain nombre de prérequis qui sont accessibles à un plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de sociétés qui sautent le pas. Maintenant, que ce soit des projets technologiques de transformation digitale, dématérialisation, ou que ce soit des projets IA, il y a des facteurs déterminants de succès. Et le premier, c'est allier l'expertise métier avec la technologie. Donc, c'est vraiment là où on rejoint, c'est ce que disait aussi Anouk, de toute façon, l'humain, il est partout. Il y a des experts technologiques, il y a des experts métiers. Et ces projets-là, il faut vraiment qu'ils soient ensemble. Et le deuxième facteur déterminant, c'est que le besoin doit émaner du métier. C'est vraiment les cas d'usage. Il faut que l'entreprise se pose des questions par rapport à leurs priorités. Donc là, on a eu des pistes dans l'enquête. Après, vraiment, c'est du travail de fond au niveau des entreprises. Et ça peut être aussi du travail de fond dans des forums, justement, pour travailler en réseau. Donc, les questions sur est-ce qu'on cherche à résoudre un problème? Est-ce qu'on veut gagner quelque chose? Est-ce qu'on veut améliorer une efficacité? Est-ce qu'on veut développer un nouveau bien? Donc, le besoin, il doit vraiment être motivé. Et le troisième point, c'est d'y aller vraiment par petites étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle le minimum viable product. Donc, chercher la solution la plus petite qui serait déjà efficace et productive dans une mise en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche la simplicité, un délai court, faire un POC, un Proof of Concept, pour voir qu'est-ce que ça donne et en tirer des leçons pour après, justement, faire l'étape d'après. Et après, voilà, il y a les points sur le volume, la qualité de la donnée, les performances des technologies, des algorithmes, des indicateurs de performance. Et puis, il y a beaucoup d'études qui montrent en fait que ce qui est important, c'est d'avoir un ROI. Et je pense que c'est d'autant plus critique dans le monde des PME parce que voilà, c'est pas une grande organisation qui va dire OK, on fait un projet à 100 000 et puis on verra bien. Il faut vraiment choisir et cibler ses batailles. Donc voilà, sur ces points-là, mais je suis vraiment persuadée qu'il y a quelque chose à faire maintenant, oui, sur ces types de projets, et que voilà, si on suit un certain nombre de best practices, on peut avancer mieux et plus vite. Je vois que Marc bouge. Oui, j'aurais souhaité réagir, revenir un peu sur la partie organisationnelle et la métaphore du bateau.
et peut-être nuancer un tout petit peu ce qu'a dit Catherine. Pour moi, la croyance qu'à la fin, il faut de toute façon quelqu'un qui décide, ça ne marche pas dans la vraie vie, ça fait exactement partie des croyances du paradigme actuel que je décrivais tout à l'heure. Maintenant, il n'y a pas que du faux là-dedans. En fait, on peut tout à fait extrapoler ça dans un nouveau paradigme. Ça veut dire que oui, pour beaucoup de tâches opérationnelles disons, beaucoup de tâches opérationnelles, ça a absolument du sens qu'il y ait une personne qui en ait la responsabilité et qui tranche. Mais là, on ne parle pas d'un rôle qui va imposer aux autres une décision. On ne parle pas de quelqu'un qui est au sommet de la pyramide et qui va trancher. On parle en fait de la personne qui est en train de faire sa tâche. C'est elle qui doit avoir la responsabilité de décider sur le terrain qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit adapter sa tâche, puisqu'elle en est en fait, elle en a une certaine autorité. Autorité dans le sens de, elle a la reconnaissance par les pairs d'avoir des compétences dans ce domaine. Donc, elle a une autorité naturelle sur le domaine. Donc, effectivement, ça a du sens qu'il y ait des gens qui tranchent, mais c'est souvent les gens qui font qui tranchent. Ce n'est pas les gens qui sont au pilotage ou en haut du mât ou du capitaine qui vont nécessairement devoir trancher. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Si on regarde toutes les situations d'urgence, les urgentistes, etc., ou toute situation de crise, en fait, on donne quasiment plein pouvoir aux personnes qui sont sur le terrain parce qu'il faut prendre des décisions rapidement. Donc ça, c'est absolument vrai qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de discuter à 3-4 personnes de savoir ce qu'on doit faire. Parfois, il faut qu'il y ait une personne qui dise on fait comme ça et puis on y va. Mais ça, c'est aussi lié à la situation et c'est souvent dans l'opérationnel. Par contre, au niveau stratégique, au niveau pilotage, au niveau vision, ce n'est pas forcément le cas qui ait besoin d'une personne qui tranche. En fait, le collectif fonctionne très bien quand on n'est pas dans une situation, disons, d'urgence absolue. Le collectif fonctionne très bien et peut-être juste comme exemple, on peut reprendre des principes de notre démocratie. On a quand même un pays qui est piloté par un collectif et qui prend des décisions en utilisant une forme d'intelligence collective, même si on ne voit pas à l'intérieur exactement comment ils font pour prendre leurs décisions, mais c'est quand même une forme d'intelligence collective qui est déjà appliquée à ce niveau-là. Et donc, dans la vraie vie, ça fonctionne très bien également dans les entreprises, d'avoir un comité de pilotage, un cercle de pilotage qui se concerte et qui prend des décisions ensemble. Donc, il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un qui tranche à la fin. Je crois que c'est vrai dans l'opérationnel, ce n'est pas forcément vrai dans le côté stratégie, leadership et pilotage, dans lequel on peut tout à fait utiliser la dimension de l'intelligence collective. Je crois qu'il y a Anouk qui levait aussi la main. Oui, je vois Anouk. Ouais. À toi alors, Anouk. Là, j'en perds mon oreillette. Oui, c'est passionnant ce qu'on partage tous ensemble. Moi, je ne sais pas si l'équation se pose tellement entre… voilà, on est clairement dans un changement de paradigme. Et puis, j'ai envie de dire en même temps, ce qui a été vrai avant continue à rester vrai pour un certain temps. Finalement, la question se pose plus sur s'il y a un problème, où est ce problème et en quoi ça pose un problème. Mais finalement, qu'on soit sur un bateau, sur une fusée ou sur n'importe quoi, mon Dieu, si on est bien là-dedans, si ça fonctionne bien pour les gens qui sont là-dedans, pour quelle raison on viendrait réinventer quelque chose qui fonctionne? Okay? Bon. Maintenant, je vous dis ça en ayant conscience que, enfin, pour moi, il y a une évidence que aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, okay? Parce que ça pose un certain nombre de défis et de challenges. Tiens, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous racontais. Pourquoi je vous disais ça? Oui, voilà, merci. Moi, ce qui me paraît important, et je pense qu'on vit une situation quand même absolument inouïe aujourd'hui, qui nous montre bien ça aussi, c'est que quand on veut changer quelque chose, enfin, quand on a quelque part l'obligation de changer, okay, ou d'évoluer ou de transformer pour X raisons, qu'elles soient indépendantes ou indépendantes de notre volonté ou pas, pour moi, une des bases, c'est de questionner les règles qu'on s'est imposées, que ce soit les règles conscientes ou inconscientes. Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne comme on fonctionne aujourd'hui? Et j'en reviens, Marc, à ce que tu partageais par rapport aux croyances, par rapport à l'inconscient collectif, mais à l'inconscient des individus. Catherine, pardon, tu partageais aussi la notion de concurrent, mais qui c'est qui a dit que mon concurrent, ça doit être mon ennemi? Personnellement, je ne travaille pas du tout dans cette
dans cette manière de voir. Pour moi, les concurrents, c'est des merveilleux coopérateurs, avec lesquels on peut avoir vraiment des échanges qui sont bénéfiques pour tout le monde. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis, comment dire, ces règles-là? Pour moi, c'est d'aller questionner ça, c'est d'aller questionner le sens et de retrouver quelque part je vous parlais aussi avant de liberté, parce que pour moi, la technologie, j'adore la technologie, parce que c'est un outil qui permet tellement de liberté dans notre travail, dans comment on fait les choses. Et c'est très similaire pour moi au facteur humain, clairement. Donc voilà ce qui me venait en vous entendant. Ouais, je trouve, et je pense que je peux valider parce que moi, comme toi, je travaille aussi avec mes concurrents qui sont même devenus certains des amis et amis, voilà. Et c'est très fort et très utile de pouvoir travailler comme ça. Maintenant, j'ai pas les mêmes enjeux que tu vois d'autres grosses boîtes ou voilà, j'ai rien breveté. Enfin voilà. Mais je vois aussi que dans le chat, je crois, si je me rappelle bien, ce que j'ai vu passer, c'était Alexandra qui disait apprenons des erreurs de nos concurrents. Donc, d'où la possibilité de pouvoir se réunir et d'échanger sur ce partage d'expérience. Voilà, est-ce que c'est ça l'open innovation? Tu pourrais en parler plus, Frédéric, parce que moi, je ne suis pas trop dedans. Mais vraiment, pouvoir partager et oser parler de ses échecs, quoi. Et je voyais ça aussi dans le chat. Quand tout à l'heure, Anouk, tu parlais de oser, c'est aussi avoir confiance. Et quelqu'un, alors maintenant je suis désolée parce que je me rappelle pas le nom de la personne, mais qui disait, ben oui, il faut pas avoir peur. Et ce qu'on doit pas oublier, c'est qu'on est en changement perpétuel, quoi. Et en évolution perpétuelle. Donc, on sait s'adapter, on sait changer, on sait se poser des bonnes questions. Donc, revenons à ça, quoi. Voilà. Mais il y a quand même un contexte pour pouvoir oser ce changement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a quand même un certain nombre de prérequis pour qu'une organisation soit capable d'embarquer véritablement dans un changement. Donc, si on veut revenir à quelque chose d'assez pragmatique, une organisation qui souhaite que ses collaborateurs osent prendre des initiatives, eh bien, en fait, ça va présupposer un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il y a une sorte d'un climat psychologique de sécurité déjà. Ce qu'on peut appeler, en d'autres termes, une culture du droit à l'erreur. Ouais. S'il n'y a pas cette culture du droit à l'erreur, on ne peut pas tout d'un coup arriver et dire « Ah ben maintenant… chers collaborateurs, on vous invite à prendre des initiatives et puis à oser certains changements, à prendre des risques. Si les gens ont encore en tête des exemples de personnes qui ont osé et puis qui se sont fait réprimander parce que c'est assez mal passé. Donc, il y a toute une culture à bouger pour permettre ces nouveaux comportements. S'il n'y a pas cette sécurité dans laquelle les gens sont à l'aise de se dire « oui, je prends le risque, j'ose le faire », alors ça ne va pas être possible. Donc la culture de droit à l'erreur est essentielle. Une autre qu'on a entendue, dont Anouk a parlé dans sa première intervention, c'est la confiance. Une culture basée sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, en fait, il y a un grand nombre de ces changements qui ne vont pas être possibles. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est de se dire « bon, ok, maintenant, il nous dit qu'il faut une culture du droit à l'erreur, une culture de la confiance, etc. Une culture du feedback, il faut trouver des liens humains authentiques, etc. Mais en fait, ils sont où les leviers? Ils sont où les boutons? On fait ça comment? Eh ouais. Genre, ouais, je veux bien, mais on fait ça comment? Et là, ben, en fait, ça génère, enfin, nous, dans le métier qu'on fait, dans l'accompagnement, c'est de réussir à faire émerger ça en trouvant justement des leviers, en travaillant sur des choses parfois de manière indirecte, dont en fait la résultante, c'est l'émergence de ce genre de culture. Mais là, c'est quelque chose de très difficilement tangible parce que justement, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de bouton, il ne suffit pas d'envoyer les gens en formation. Oui, c'est vrai qu'il faut créer des expériences communes pour en fait générer cette confiance, la transparence. Alors voilà, on a déjà parlé de cette culture du droit à l'erreur. C'est aussi important de cultiver l'honnêteté intellectuelle pour vraiment tirer profit des lessons learned et des constats de ce qui a été fait pour s'améliorer, rebondir. C'est vraiment
le avancer ensemble en étant dans un climat de confiance. Et tout ça, c'est le contraire de faire du micromanagement et puis de ne pas déléguer aux gens et de ne pas autonomiser les collaborateurs. Donc, l'enjeu, oui, il est vraiment là. Je te rejoins complètement. Merci beaucoup pour vos inputs. Et parce que je vois le temps qui file et je ne veux pas vous garder au-delà de 10h15. Donc, c'était vraiment top. Je vais juste vous demander, Anouk, Catherine et Marc, de synthétiser, de me donner 3 mots, 3 verbes, 3 adjectifs, enfin peu importe, un mix de tout, mais 3. Comme ça, on fait court. 3 choses que vous retenez là maintenant en 3 mots, hein, pas en 3 longues phrases. Catherine, commence du coup. Oui, alors, oser, transformation, et c'est le moment, c'est le timing. Cool. Et Marc? Pour moi, il y a changement de paradigme, il y a agilité et il y a culture. Ok, cool. À toi, Anouk. Alors pour moi, ça sera authenticité, action et s'amuser. Ah, très bien. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que pour vous tous, vous pouvez aussi prendre un petit moment pour noter vos 3 mots. De toute façon, on fera un montage, on vous enverra le replay, comme ça vous aurez la synthèse de tout ce qu'on a discuté ce matin avec vous pour la voir et la revoir si nécessaire. Merci aussi beaucoup pour tout ce que vous avez partagé dans le chat. Je n'ai pas une monstre expérience avec le chat et Zoom, donc je ne sais pas trop. Donc j'ai fait les captures d'écran juste pour être sûre que je le gardais et que je ne le perdais pas. Donc pour l'avoir avec nous pour la suite. Et puis, moi, je voulais juste encore vous dire, avant qu'on passe au tirage au sort, donc aux noms qui ont été sélectionnés tirés au sort pour recevoir leur souscription offerte pour l'année au sein des bâtisseurs du futur. Je voulais juste vous dire encore 2 mots sur nos prochaines étapes. Comme ça, on est vraiment en toute transparence parce que vous avez tous joué le jeu d'être là aujourd'hui. On est 36 en ligne sur 41 personnes inscrites, donc c'est juste quand même la classe, je trouve. Je crois que j'ai pas vu autant de taux de conversion, de présence en fait. C'est assez énorme. Parce qu'on me dit toujours, ouais, c'est plutôt 50% des gens qui s'annoncent, qui viennent. Donc là, c'est pas du tout le cas. Et donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, nous, la semaine prochaine, avec le comité, en principe, si tout va bien, on se réunit donc à distance pour faire un workshop brainstorming sur nos prochaines étapes et ce qu'on va pouvoir délivrer comme prestation, comme service, parce qu'on s'était vraiment concentré jusqu'ici sur aujourd'hui et on s'était gardé du temps après pour la suite. Alors forcément, là, on est un poil déstabilisé parce qu'il n'y aura rien eu de très grand aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui ont émergé dans le chat et puis aussi dans les résultats de l'étude, et puis on va pouvoir utiliser ça pour nous comme base pour pouvoir avancer en intelligence collective et ensemble, et aussi avec notre cœur, ce qui est très important pour moi. Et puis, voilà, nous, donc on pourra vous tenir au courant. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter. Donc, si jamais c'est bâtisseurfutur.ch/newsletter, comme ça, vous êtes informés de ce qu'on fait, des prochaines étapes. Et puis, nous, évidemment, on est une association, donc on a besoin de votre soutien. Donc, vous êtes les bienvenus en tant que membres. Si vous voulez rejoindre, et aussi en tant que personne qui a envie de s'impliquer, de s'engager, de collaborer. Donc, très certainement, en fonction de ce qui ressort la semaine prochaine, nous, on aura besoin de mettre en place des pôles de compétences. Donc, on aura aussi besoin de force active, quoi. Donc, qui a envie de venir est le bienvenu. On a déjà Marie-Jo Valente qui était là ce matin, ça fait rare, si elle est toujours là, Marie-Jo, donc qui a envie de s'engager, donc c'est chouette. Donc qui a envie de venir vient, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Donc voilà, tu peux copier avec la souris l'intégralité des questions de chat. Ah oui, très bonne idée, merci beaucoup Alain.
Est-ce que quelqu'un du comité peut faire ça, copier tout pendant que je continue de parler? Merci Frédéric. Heureusement que je l'ai vu. Et puis, on va passer au tirage au sort. Avec vous, nous avons pris la liste des participants à l'étude qui avaient déclaré vouloir justement participer à ce tirage au sort, plus les personnes qui avaient exprimé le souhait d'être renseignées sur les résultats de l'étude. Comme nous avons participé à l'étude, j'ai enlevé nos noms. Et les 3 personnes qui sont… donc j'ai fait un tirage aléatoire. Donc nous avons 3 personnes avec une représentation féminine plus majoritaire. Nous avons Nadia Véraud, André de la Fontaine et Edith Page. Et je crois que nous avons deux personnes qui sont parmi les participants ce matin. Yes! Je suis super contente. Bienvenue Edith et bienvenue André. C'est génial. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, c'est le moment. Et Edith, alors bienvenue dans les bâtisseurs du futur. C'est génial. Vraiment, je suis ravie et d'autant plus que tout ce que j'ai entendu ce matin m'a beaucoup parlé. Hein. J'ai même mis un petit message dans le chat parce que ça a été pour moi une façon de confirmer de façon externe en vous entendant toutes mes convictions internes depuis déjà très longtemps. Donc, de par mes expériences professionnelles, mais aussi ma vision de comment évoluent les entreprises et d'où elles auraient intérêt à aller et avec quels moyens elles auraient intérêt à continuer. Donc, je suis vraiment ravie d'être membre. En plus, avec ce vote, c'est génial. Et je me réjouis de pouvoir collaborer, bien sûr, avec vous toutes et vous tous. Je suis vraiment émue. Merci infiniment. Je suis ravie de t'avoir avec nous, Edith, vraiment. On va continuer notre chemin. Alors, juste pour la petite histoire, avec Edith, on se connaît depuis 2010. On a fait ensemble la première formation de spécialistes en médias sociaux qu'il y avait en Suisse, quoi. Donc, voilà. Et on a des valeurs et des visions de la vie assez communes, quoi. Donc, voilà. Non, et André, pardon, excuse-moi Edith. Bravo, justement, juste pour terminer, vraiment bravo Valérie d'avoir cette capacité de rassemblement aussi, puis de nous permettre de nous rencontrer autour de ce sujet qui est l'avenir. Moi, j'ai juste un message pour tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez, où est-ce qu'il est mon bouquin là, Gary Zukav, vous connaissez ce monsieur. Bougez pas, je vous montre le bouquin. Attends, passe à André, tu reviendras après. Alors André, bienvenue. Merci. Wow, quelle énergie, hein. J'aime beaucoup. Merci à toi Valérie. Je ne le retrouve plus, mais c'est The Seat of the Soul. The Seat. Tiens, tu nous mettras dans le chat, comme ça on revient à et tout André. Ce que j'ai entendu, vous irez lire un des derniers chapitres, chapitre 15, sur the power, le pouvoir. Comment se transforme le pouvoir en entreprise. Et avec le dernier chapitre, le 16, avec le trust, la confiance. Et tout ce qu'on a dit ce matin, c'est ça, c'est dans le bouquin. Et lisez-le et relisez-le. Moi, je l'ai terminé hier soir, comme par hasard. Ok, merci beaucoup. Mets-nous le lien dans le chat. Voilà. Cool, merci beaucoup. André, excuse, on t'a coupé. Oui, bienvenue. Oui, premièrement, merci beaucoup à toi Valérie, à toutes les personnes qui ont organisé. Je sais le travail que c'est, un travail souvent qui se fait dans l'ombre et dont on ne se rend pas toujours compte. Merci beaucoup. J'ai adoré l'énergie des personnes que j'ai entendues aujourd'hui, celles qui ont parlé, tous les échanges sur le chat. Et je suis très honoré de faire partie de ce groupe, hein. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des pairs, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir partager avec d'autres personnes une communauté de cœur. C'est tellement beau, tellement fort. Je sors encouragé, boosté, au taquet là. C'est génial, je suis vraiment contente pour toi et merci d'être là aujourd'hui, quoi.
Merci, merci à vous tous qui avez participé à l'organisation, à donner votre retour, vos avis, vos expériences. C'est super précieux. Merci. Merci à toi. Voilà. Alors, sur ce, donc, j'ai vu que Sylvie, merci beaucoup, a partagé le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit. Comme ça, vous pouvez rester au courant. Et je veux juste voir, parce que j'ai vu que dans notre groupe WhatsApp, mes collègues s'impatientent, je ne sais pas, échangent beaucoup de choses. Et ouais, mais on va s'arrêter là parce qu'ils auraient envie de continuer, parce que c'est beau et que l'énergie est magnifique. Et puis, oui, non, mais on va s'arrêter là. Mais vraiment, ce que je vois du comité, c'est que c'est vraiment très riche et beau et qu'il y a une très, très belle énergie. Alors, moi, je vous remercie vraiment à tous d'avoir été là ce matin. Je pense que tout le comité… Attendez, je vais vous remettre en mode parce que je ne voyais plus tous. Donc, voilà, je vous ai tous en petit carré du coup. Et je pense qu'on est tous contents d'avoir quand même pu faire quelque chose ce matin, de s'être réunis, parce que ce n'est pas parce que ça ne va pas ou que le monde s'effondre qu'on ne doit pas commencer à reconstruire. Et pour moi, c'était important quand même de pouvoir créer du lien et puis marquer vraiment ce premier jour des bâtisseurs du futur. Aujourd'hui, le 20 mars, avec l'équinoxe de printemps, avec cette énergie voilà, qui ressort après l'hiver, quoi. Et qui va nous porter pour pouvoir avancer, prendre des bonnes décisions pour la suite. Et puis, j'espère que vous pourrez tous être là le 6 novembre. Et puis, à d'autres moments dans le reste de l'année, on vous tiendra bien sûr au courant de ce qui se passe. Et je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et puis, prenez soin de la planète, des infirmiers, du personnel hospitalier, de toutes les personnes qui doivent prendre des décisions maintenant pour notre propre sécurité. Je crois qu'on peut penser à eux parce qu'ils font des choses, ils vivent des périodes qui ne sont pas faciles, quoi. Donc, et puis courage pour travailler à la maison aussi. et on a dû apprendre à collaborer avec nos collègues en entreprise et maintenant on doit apprendre à fonctionner 24 heures sur 24 avec nos familles à la maison, quoi. Tous ensemble. Voilà, je vous souhaite tout de bon. Prenez soin de vous et à très vite.